pour la clarté de votre exposé. Je passerai directement aux examinateurs. Je commencerai par Madame, bien sûr, par Madame Krid Friel. Donc, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier Monsieur l'encadreur Moudour pour m'avoir invité à assister à la soutenance de Madame Behloul. Je remercie aussi Madame Behloul pour avoir bien exposé son travail de thèse, ainsi que je la remercie aussi pour les résultats illustrés dans sa thèse. Et je passe directement aux questions ou bien aux remarques. C'est plutôt des remarques que des questions. Donc, je commence par me demander pourquoi vous avez choisi le titane exactement, le matériau du titane précisément. Oui, je vais vous répondre. Nous avons choisi le matériau de titane dans notre étude parce que le matériau de titane présente de bonnes caractéristiques. Il est très léger, il se passive facilement à l'air libre. Et cette couche de passivation lui permet d'être un bon candidat pour l'utiliser dans les domaines surtout aéronautiques, aérospatial et dans le domaine biomédical, parce qu'il est très léger. Actuellement, il utilise le matériau de titane, bien sûr, traité comme un plan qui remplace le corps humain. Bien sûr, même pour les autres implants, par exemple, comme des prothèses de genoux, dans, par exemple, l'utilisation dans le domaine des cure-dents, dans le domaine de dentiste, parce qu'il est un matériau léger et en plus il a de bonnes caractéristiques physico-chimiques. Et surtout si on peut obtenir des nitrures de tétane qui présentent des bonnes caractéristiques aux duretés. Ils sont très très durs, les nitrures de tétane. Et actuellement, les recherches se basent sur l'obtention des nitrures de tétane parce qu'ils présentent la caractérisation de la légèreté, la dureté, un bon module de Young qui est proche au module de Young de l'être humain, parce qu'il est presque proche. Par exemple, si on prend l'acier inoxydable, il est vraiment utilisé dans les domaines biomédicaux, mais il a de mauvaises caractéristiques, surtout à propos du module de Young et la légèreté. Et aussi, le tétane est un bon candidat pour qu'il soit utilisé comme un plan au corps humain. Merci. J'avais même la question, vous avez presque répondu sur est-ce qu'on peut l'utiliser après traitement, bien sûr, est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres applications, hors que l'application médicale? Oui, on peut l'utiliser. Actuellement, ils les utilisent, surtout dans le domaine de l'aérospatial, pour l'aviation. Il est très très utilisé pour la conception des avions parce qu'il est léger. C'est la propriété qu'il demande dans le domaine aérospatial. On demande la légèreté et en plus d'autres caractéristiques, surtout la résistance à la corrosion. La corrosion. Donc si on l'utilise dans le domaine aérospatial, notre solution de Ringer serait remplacée par... Peut-être par la composition de l'air ambiant, peut-être. Peut-être. Ou bien peut-être pour l'air qui sera ambiant dans les avions, mais peut-être. Je n'ai pas essayé de trouver la solution qu'on peut la remplacer en utilisant une autre solution hors la solution de Ringer. Vous pouvez garder pour les perspectives. Inch'Allah. Pour moi, je n'ai pas d'autres perspectives. C'est-à-dire peut-être qu'on va utiliser d'autres caractérisations, peut-être, parce que le traitement par laser ici en Algérie n'est pas disponible.
J'allais vous faire la remarque parce que dans votre exposé, vous avez très bien exposé, mais il n'y a pas la partie de perspective. C'est exprès parce que en réalité, il n'y a pas de traitement de surface par le laser ici en Algérie. Donc je n'ose pas à dire des choses que je ne puisse pas le faire dans le futur. Donc ça reste, les perspectives restent pour la caractérisation du matériau. Peut-être, oui. Pour la caractérisation, peut-être dans d'autres Par par d'autres d'autres méthodes. appareils de caractérisation, peut-être. Inch'Allah. Je passe à la caractérisation chimique par l'utilisation des courbes de Tafel. Peut-être c'est les diapos 7 ou les 6, diapos 7 ou 6. 13. Les courbes de Tafel. Les courbes de Tafel. J'aimerais bien que vous me réexpliquiez comment on peut faire la différence entre le matériau traité et non traité par les courbes de Tafel. Les courbes de, Le non traité, c'est en noir. oui, le non traité, c'est en rouge. En rouge. C'est PTI, c'est-à-dire le titane commercialement pur. Ouais. Oui. Et les autres couleurs sont le titane traité Oui. par différents paramètres opératoires, c'est-à-dire selon l'affluence, l'interligne. J'ai cité ces paramètres au début. Le choix du pH. pH est égal à 9 et pH est égal à 4. Pourquoi vous avez choisi les pH 9 et 4? Oui, je vais vous répondre. Normalement, le pH de l'être humain dans l'état ordinaire, c'est pH égal à 7, et lorsque on a implanté par exemple, un implant dans le corps humain, le pH se diminue jusqu'à un pH de 4 à 5, c'est-à-dire la valeur post-chirurgicale. Parce que l'implant a subi peut-être des inflammations. Et la même chose pour le pH supérieur à 7, la même chose. C'est-à-dire les valeurs de pH post-chirurgical. J'ai choisi le pH égal à 4 et le pH égal à 9 c'est-à-dire pour évaluer la caractérisation dans ces valeurs-là. Et je n'ai pas choisi la valeur de pH égal à 7 parce que le manque des échantillons traités, il n'y a pas assez d'échantillons pour faire les 3 caractérisations. J'allais vous demander, je pense, il fallait faire un balayage entre le pH 4, 5, même 5,5, 6, 7. C'est les pH généralement 9. Je pense pas que le corps humain, dans le corps humain, on trouve le pH égal à 7. 9. La valeur 9, oui, c'est obtenu basique. En cas des inflammations, par exemple, en cas d'introduction des médicaments, oui, on peut atteindre la valeur pH égale à 9. Mais la valeur pH égale à 7, j'aurais aimé faire cette valeur-là. Mais à cause de le manque d'échantillons, je n'ai pas pu faire la caractérisation avec le pH égal à 7. Parce que pendant la caractérisation, l'échantillon qui a été utilisé une fois, ça y est, je ne l'utilise pas pour une autre caractérisation. Que ce soit pour l'étude de l'évolution du potentiel en fonction du temps, ou bien pour l'étude des courbes de polarisation potentiodynamique. Et j'ai fait ça exprès pour obtenir des valeurs, c'est-à-dire rentables. Et la résistance à la corrosion en fonction du temps, on obtient des valeurs acceptables ou bien la durée? La durée, j'ai consulté des articles et des documents qui sont vraiment pertinents. J'ai remarqué que les valeurs obtenues par cette étude sont les mêmes, et même sont
mieux que les valeurs actuellement sur l'Internet. Parce que la valeur du travail, il y a que le matériau soit résistant à la corrosion en fonction du temps, des temps très longs. Parce que c'est un implant, il est dirigé vers l'être humain. Une journée ou un quart d'heure ou une demi-heure. C'est-à-dire à long terme. À long terme. Est-ce que vous avez essayé de faire des essais de corrosion, par exemple, à des temps trop longs, par exemple, 24 heures, 1 mois, 3 mois? J'ai essayé d'appliquer cette idée pour l'obtention du coefficient de frottement. Nous avons fait l'immersion des échantillons dans la solution de Riegel pendant 1500 heures. Oui, 1500 qui dépasse les 2 mois. Pour cette caractérisation électrochimique, peut-être qu'il y aura une étude par la tribocorrosion. Peut-être qu'il y aura une étude par l'appareil de tribocorrosion qui nous permet de faire cette caractérisation en étudiant l'évolution de la corrosion en fonction du temps à long terme. J'estime que c'est nécessaire dans votre travail. Vous avez aussi mentionné dans votre manuscrit que vous avez utilisé la spectroscopie d'impédance. Non, j'ai... Peut-être que j'ai parlé théoriquement sur cette caractérisation. Vous n'avez pas fait la caractérisation par spectroscopie? Non, je n'ai pas fait cette caractérisation. J'ai donné, c'est-à-dire une petite partie théorique sur cette caractérisation. Mais pour l'appliquer, je n'ai pas pu l'appliquer. Parce qu'elle est très efficace, les impédances, ils montrent la résistance du matériau à la corrosion et les transferts de charge entre le milieu et le matériau. Donc, donc je pense la cinétique de réaction électrochimique. J'aurais aimé faire cette caractérisation, mais les appareils ne sont pas disponibles. On n'a même pas l'appareil d'impédance spectroscopique. Donc, je tiens à vous faire une petite remarque. En examinant votre manuscrit, j'ai remarqué que vos références bibliographiques sont un petit peu anciennes. J'aurais aimé trouver des articles récents, 2019, 2020, 2020. Même madame pour la partie expérimentale, parce que j'ai basé sur les articles qui sont par exemple parus sur l'internet actuellement. La partie expérimentale surtout. La partie expérimentale, j'ai basé sur les articles d'actualité. L'expérimental. La théorie peut-être, mais expérimental maximum 2014. Normalement. 2017. L'essentiel, je vous remercie madame pour vos réponses aux questions et je vous félicite encore une autre fois pour vos travaux et je vous souhaite une bonne continuation, Inch'Allah, dans votre travail. Donc, je vous remercie madame et je passerai directement au docteur Boussa El-Hadi. Merci monsieur le Président. Je tiens à présenter mes remerciements à monsieur Moudou, le président de l'UTES, et mes remerciements aussi à monsieur le Président pour cette invitation. Et je tiens à vous remercier aussi pour cette présentation qui est très claire et donc dans l'ensemble. Donc j'ai quelques petites remarques et questions, bien sûr. Donc c'est
un éclaircissement pour nous et pour l'assistance aussi. Donc la première question, c'est-à-dire pourquoi vous avez choisi le NDA et vous n'avez pas choisi d'autres types de sources de laser, par exemple le CO2 ou bien autre chose? Je vais vous répondre. Nous avons choisi la source laser de type néodymium parce que ce matériau-là, le néodymium, c'est quoi? C'est Ethereum, c'est un barreau d'Ethereum, d'aluminium, dopé de niodyme. Le niodyme fait partie aux éléments des terres rares. Ce matériau-là, c'est la base du pompage. Le pompage, c'est quoi? C'est l'obtention d'une source d'excitation. Nous avons choisi ce type de laser parce que ce matériau-là, qui est le néodymium, présente des bonnes caractéristiques. Surtout, il est un bon conducteur et présente un large spectre d'émissions. Oui. Il peut porter même les longueurs d'onde femtosecondes. Et vous savez bien que le femtoseconde, c'est 10 à la puissance moins 15 secondes. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce matériau-là. Donc, en résumé, c'est un bon conducteur. Il présente un large spectre d'émissions. Et c'est le plus important. Et parce que ce matériau, c'est la source du pompage, il va donner de meilleures longueurs d'onde et c'est-à-dire une bonne énergie qui sera utilisée pour exciter les électrons des différents niveaux. Merci. Est-ce que pendant le traitement, est-ce que vous avez utilisé, c'est-à-dire un gaz pour la protection contre, c'est-à-dire pendant le traitement lui-même, c'est-à-dire l'impact entre laser et matière, est-ce que vous avez utilisé ce qu'on appelle un moyen pour protéger l'impact lui-même contre ce qu'on appelle les effets du milieu? Non. Il a été choisi de faire le traitement par laser à l'air libre sans protection. Sans protection argon, par exemple? Non. Parce que généralement on utilise l'argon ou bien d'autres gaz, c'est-à-dire pour la protection de l'impact lui-même contre ce qu'on appelle l'environnement. Non, à l'air libre. Pour permettre l'insertion des éléments qui se trouvent dans l'atmosphère. Si on utilise un autre moyen, il y aura un chevauchement entre le moyen qui a été utilisé comme source de protection et les éléments qui se trouvent dans l'atmosphère. Et notre but, c'est quoi? C'est de faire insérer l'azote et l'oxygène en grande quantité, sans lui faire des obstacles. Merci. L'épaisseur, c'est-à-dire de traitement que vous avez choisi, elle varie entre quoi et quoi? À propos de l'épaisseur de bombardement? En quelques micromètres. C'est-à-dire le traitement de surface peut atteindre une surface très importante, de quelques micromètres. Merci. Donc, pour la caractérisation, c'est-à-dire côté corrosion, vous avez choisi l'électrochimie. Pourquoi vous n'avez pas utilisé d'autres méthodes pour la caractérisation? Par exemple, la gravimétrie, par exemple, pour voir, c'est-à-dire le déroulement de ce qu'on appelle le comportement de votre échantillon, c'est-à-dire à travers le temps. Comme elle a mentionné, Madame Curie, tout à l'heure, j'aurais préféré que vous utilisiez la méthode gravimétrique parce que c'est une méthode qui utilise, c'est-à-dire qui donne ce qu'on appelle des résultats à travers le temps, d'immersion, par exemple. Vous avez raison. Vous savez bien qu'ici en Algérie, on fait les études et on fait les caractérisations selon les appareils disponibles au labo. Par exemple, j'aurais aimé faire plus de caractérisation, mais les appareils ne sont pas disponibles. Et pour accéder à un appareil pour faire la caractérisation, c'est pas facile. Donc, pour la caractérisation mécanique, vous avez utilisé la microdureté. Et vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le module de Young. J'aurais préféré que vous ayez utilisé ce qu'on appelle les méthodes de flexion. Parce que la flexion, elle peut donner ce qu'on appelle des meilleurs résultats pour la caractérisation et l'évaluation du module de Young par rapport aux échantillons. Oui, vous avez raison, monsieur. Mais je répète et je le redis.
problème de matériel. Les appareils de caractérisation ne sont pas disponibles à tout moment. Oui. Parce qu'on tient à vous faire ces remarques-là, parce que c'est un travail très intéressant. Donc c'est un travail très riche. Donc s'il y a une occasion pour approfondir les résultats par d'autres méthodes, c'est pour justement c'est pour confirmer les résultats. Et enfin, j'aurais préféré qu'il y aurait, c'est-à-dire sur le papier là, une petite modélisation. Parce que si vous avez fait une petite modélisation, c'est pour confirmer les résultats après expérimentation. Donc c'est un travail excellent, moi je vois, donc avec des résultats qui sont concluants. C'est-à-dire vraiment c'est une perspective qui peut donner une alternative au futur pour le remplacement de certains matériaux, parce que c'est vraiment intéressant comme résultat, surtout en matière de corrosion et ce qu'on appelle le côté caractérisation mécanique, parce que pour les modules Lyon, comme j'ai lu, c'est des modules Lyon qui sont très proches, ce qu'on appelle de l'élasticité des eaux. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc enfin, je tiens à vous remercier pour vos réponses et je vous souhaite une bonne continuité. Merci. Monsieur, Donc, je vous remercie, Monsieur le Président de jury, j'aimerais bien noter un point. Peut-être que la partie modélisation sera une partie de perspective. Ce sera un travail complémentaire de ce travail-là. Oui, parce que vous avez tous les résultats, vous avez ce qu'on appelle les maximums, les minimums, vous avez des points intermédiaires, donc vous avez tous les données pour faire une modélisation. Donc s'il y a un modèle mathématique pour suivre l'évolution de ce qu'on appelle de la caractérisation, donc ça sera un travail vraiment impeccable. Hein. Ce sera peut-être une perspective. Pour une modélisation, c'est cool. Hein. Merci.